Alors bonjour à tous, on va attaquer la dernière partie du cours de cinématique sur la notion de liaison équivalente. Alors d'abord une première petite définition. Donc l'idée, ça va être de trouver entre deux solides, donc d'un point de vue modélisation entre deux classes d'équivalence, une liaison qui n'existe pas forcément physiquement, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir définir à partir des contacts, mais qui bouge entre guillemets comme le mécanisme. Alors je m'explique. Là, dans l'exemple que je vous donne ci-dessous, j'ai trois classes d'équivalence. J'ai S1, S2 et S3. Et donc S1, S2 et S3 sont reliés là par quatre liaisons, avec une architecture qui est une chaîne complexe. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer là toutes ces liaisons et S3 au passage? Est-ce que tout ça, on ne pourrait pas trouver une liaison, que j'appelle L12 ici, qui bouge pareil que S3 au milieu avec le L1, L2, L3 et L4? Donc cette liaison, si on la trouve, c'est ce qu'on va appeler la liaison équivalente. Donc ce que vous pouvez retenir, c'est déjà la définition, et voilà, cette notion de autorise les mêmes mouvements. Pour l'instant, c'est ça qui va nous intéresser, et ce qu'on verra dans le cours après les vacances, la fin du cours après les vacances, c'est que aussi cette liaison, on va pouvoir aussi la définir à partir des efforts transmissibles, mais on en reparlera, des actions mécaniques transmissibles, mais on en reparlera du coup plutôt en fin de séquence 7. Donc on va pouvoir avoir des liaisons qui sont en série, en parallèle, ou un mélange un peu des deux, comme c'est le cas ici. Alors, on va commencer déjà par ces concepts de série et parallèle. Donc entre deux classes d'équivalence, là entre S0 et S1, je peux avoir plusieurs liaisons en parallèle. On va voir comment on le traite un petit peu après. Mais on peut avoir aussi entre, par exemple, S1 et entre S1 ici et Sn, on peut avoir plusieurs liaisons en série, avec donc des classes d'équivalence à chaque fois entre nos différentes liaisons. Donc on parlera donc soit d'une architecture plutôt parallèle ou d'une architecture plutôt serrée. C'est du vocabulaire qu'on a déjà utilisé. Et du coup, que ça soit série ou parallèle, on va en parler juste après, mais il y a des astuces, il y a des méthodes pour trouver la forme du torseur cinématique. Et on peut avoir, du coup, comme c'est le cas ici, un exemple qui est un peu mixte, où on a un peu de tout. Alors on va peut-être juste commencer par réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait traiter ce genre de cas un peu plus compliqué, d'un point de vue philosophique. Alors l'idée, on va avoir une approche qui ressemble un peu à ce que vous avez fait en cours d'électricité en physique, quand vous cherchiez des résistances équivalentes. Vous avez dû montrer que si vous avez deux résistances R1 et R2 en série, c'est équivalent à une résistance qui vaut R1 plus R2. Et si on a du R1 et R2 en parallèle, cette fois-ci, c'est équivalent. Enfin, on a donc 1 sur R équivalent. Je vais marquer R avec 1 sur R qui est égal à... j'écris mal, je réécris au-dessus. Avec du coup 1 sur R qui est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Vous avez dû démontrer quelque chose comme ça en cours d'électricité. Et à partir de ces deux relations de base, donc à savoir deux résistances en série et deux résistances en parallèle, vous savez traiter la résistance. Si je vous donne R1, R2, R3, hop, et que je mets une résistance, je fais n'importe quoi, et que je rajoute une résistance ici en parallèle, ok, et que je vous demande quelle est la résistance équivalente entre le point A et le point B, vous savez gérer ce problème. Comment est-ce que vous faites? Vous commencez par dire, là j'ai deux résistances en série, donc je peux trouver la résistance équivalente. Puis maintenant, à ce niveau-là, je vais avoir deux résistances en parallèle, donc je peux trouver la résistance équivalente. Et enfin, maintenant j'ai à nouveau deux résistances en série, donc c'est bon, je peux trouver la résistance équivalente. Là, l'idée, ça va être un peu la même. Quand on a une chaîne compliquée, une chaîne complexe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire par petits bouts. Donc là, typiquement, on pourrait se dire, dans un premier temps, je vais essayer de trouver la résistance équivalente à L2 et L3 qui sont en série. Donc ça, maintenant, je l'ai remplacé par une seule liaison, par résistance, excusez-moi. Puis là, maintenant, je vois que j'ai cette nouvelle liaison qui est en série avec L4. Donc je peux trouver une liaison qui va remplacer toute cette partie-là. Et maintenant, j'ai plus que deux liaisons en parallèle. Voilà. Donc de proche en proche, un peu comme avec les résistances, on va pouvoir trouver la liaison équivalente. Donc maintenant,
il nous reste plus qu'à trouver, comme on avait là pour les résistances, à trouver des relations quand c'est en série ou quand c'est en parallèle pour trouver nos torseurs cinématiques. Alors on va commencer par les liaisons en série, parce qu'en fait on a déjà traité le problème. Là ce qu'on cherche, par exemple si je m'intéresse à la liaison entre S1 et Sn, ce qu'on veut trouver au final c'est le torseur cinématique de Sn par rapport à S1. Et si ce torseur cinématique correspond à un torseur qui vient de notre tableau des liaisons, on pourra dire, tiens, ça bouge comme une glissière, comme une sphère plan, comme tout ce que vous voulez, à chaque fois en précisant bien la caractéristique de normal truc, d'axe machin, etc. Donc, si je vous demande maintenant que vaut le torseur cinématique de Sn par rapport à S1, vu qu'on a en fait une chaîne ouverte, qu'est-ce qu'on est tenté de faire? On est tenté juste d'écrire la composition des torseurs cinématiques. Dire que Sn, pour trouver le mouvement de Sn par rapport à S1, ça va être le torseur cinématique de Sn par rapport à S4, plus S4 par rapport à S3, plus S3 par rapport à S2, plus S2 par rapport à S1. Donc ça, au final, c'est simplement une composition des torseurs cinématiques, comme on en a déjà écrit quelques-unes. Jusqu'à torseur cinématique de S2 par rapport à S1. Donc là, en fait, il n'y a rien de neuf d'un point de vue court théorique. Juste quand on a des liaisons en série, on doit faire une composition des torseurs cinématiques. Et attention, je vous rappelle que dès que vous exprimez les torseurs sous forme vectorielle, donc que ça soit en ligne ou en colonne, il sera indispensable de bien les exprimer au même point. Sinon, vous ne pouvez pas sommer vos torseurs. Donc potentiellement, il faudra faire des varénions, des choses comme ça. Je vous propose un petit exemple sur la liaison série et après on parlera de la liaison parallèle. Alors l'exemple est le suivant, c'est un exemple assez classique et qu'on croise très souvent dans beaucoup de mécanismes. Donc c'est ce qu'on appelle un patin à rotule. Peut-être que si vous regardez les pieds de chaises, de table chez vous, vous avez peut-être, ou sous les meubles de télé notamment parfois, vous avez peut-être ce genre de structure. Alors l'idée c'est qu'on a une pièce sphérique dans une calotte sphérique. Donc ça, on va pouvoir le modéliser par une liaison sphérique. Et après, donc, on a un patin avec une surface plane en dessous qui va venir appuyer sur le sol. Bon, donc là, c'est une photo. Au milieu, vous avez un schéma un peu de principe. Et à droite, je vous ai fait le schéma cinématique. Donc, associé à ce schéma cinématique, je peux dessiner un graphe de liaison. C'est ce qui est fait juste en dessous. Hop, au passage, j'ai oublié de mettre le bâti, c'est pas bien. Ok, et donc maintenant la question qu'on va se poser, c'est est-ce que je peux trouver une liaison équivalente entre S0 et S2, voilà, que je vais appeler L20. Alors, c'est toujours une question, parce que peut-être que je ne vais pas trouver une forme de torseur qui correspond à quelque chose que je connais, auquel cas, je ne peux pas forcément en dire grand-chose. Mais en général, quand on vous posera la question, c'est qu'on va tomber sur une forme de torseur cinématique que vous êtes censé connaître. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On va écrire que le torseur cinématique de 2 par rapport à 0, c'est égal à... Alors là, j'ai vu que j'ai une chaîne en série, je vais faire de la composition en suivant mon graphe de liaison. Donc le torseur cinématique de 2 par rapport à 1, plus le torseur cinématique de 1 par rapport à 0. Ok, donc maintenant il ne me reste plus qu'à remplacer par les expressions de ces torseurs cinématiques. Alors en général, quand on raisonne sur des liaisons équivalentes, on aime bien écrire plutôt les torseurs en colonne. Souvent c'est un peu plus facile. Mais attention, je vous rappelle que quand vous écrivez votre torseur en colonne, il faut préciser non seulement le point, mais aussi la base dans laquelle vous projetez vos différents vecteurs, taux de rotation et vitesse. Et que pour pouvoir après raisonner assez simplement, en pouvant typiquement sommer les composantes des différents vecteurs, il faut nécessairement travailler dans la même base. Bon alors là, petite remarque, j'ai du x0, y0, donc z0 qui sortirait ici. On ne parle que d'une base, donc a priori, je vais raisonner dans la base B0 qui correspond à x0, y0, z0. Ok. Alors, le torseur cinématique de 2 par rapport à 1. Donc, ça correspond à la pièce noire par rapport à la pièce rouge.
On a une sphérique de centre A. Alors déjà, en quel point je peux écrire mon torseur cinématique sous la forme canonique, la forme la plus simple, c'est-à-dire la forme qui maximise le nombre de zéros? Ben, simplement au point A. C'est pour ça d'ailleurs que le point A apparaît dans la caractéristique de la liaison. Donc déjà, je sais que je raisonne au point A dans la base B0. Donc je vous rappelle, quand j'écris en colonne, le vecteur qui est à gauche, c'est le vecteur taux de rotation. Première ligne, ça correspond à la projection sur x0, la deuxième ligne à la projection sur y0, et la troisième ligne à la projection sur z0. Bon bah du coup, a priori, si j'ai une sphérique ou une rotule, c'est la même chose, j'ai toutes les rotations possibles autour de ax0, ay0 et az0. Donc du coup, je vais avoir du P21, Q21, R21. Et maintenant, si je raisonne donc au niveau du point A, qui est le centre de la sphère, ce point, si je m'intéresse à la vitesse de A appartenant à 2 par rapport à 1, elle va être nécessairement nulle. Donc toutes les composantes vont être nulles. Petite remarque au passage, la sphérique, petite subtilité. Effectivement, cette forme de torseur, elle n'est vraie qu'au point A, mais elle est vraie par contre dans toutes les bases. Petite remarque en passant. Je vous laisse vous en convaincre. Maintenant, on va s'intéresser à l'appui-plan donc de normale y0. Alors, première question, en quel point je peux écrire mon torseur cinématique? L'appui-plan, si vous avez bien appris votre tableau de liaison, vous savez que vous pouvez l'exprimer en n'importe quel point de l'espace, on aura toujours la même forme. Et là, ce qui m'intéresse, c'est la forme du torseur. Bon, du coup, je vais être malin, vu que je peux exprimer en n'importe quel point de l'espace. Là, j'ai un A et j'ai un B. Je vais exprimer directement A. L'intérêt, c'est que comme ça, je n'aurai pas à faire de formule de Varignon. Et là encore, donc dans la base plutôt B0, vu que la normale est donnée dans la base B0. Donc, en termes de rotation, mon solide 1 par rapport à mon solide 0, il va pouvoir tourner qu'autour d'un axe qui est porté par Y0. Donc je vais avoir simplement du Q10. Et les autres composantes vont être nulles. Et par contre, en termes de translation, je vais pouvoir me translater dans le plan, donc dans le plan X0, Z0. Donc je vais avoir du U10 et du W10. Encore une fois, je vous renvoie à votre cours sur les torseurs cinématiques de liaison. Ok, donc là on est pas mal. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la somme. Alors vu que ma somme, je l'ai faite au point A, je sais déjà que mon résultat il sera au point A dans la base B0. Alors maintenant, en termes de rédaction, qu'est-ce qu'il faut repérer? Donc là, on va sommer des composantes. Alors je me fiche un peu de la valeur, je me fiche de savoir ce que valent les composantes, je veux juste savoir si elles sont nulles ou pas. Bon, donc là c'est une simple somme, donc quand on a 0 plus quelque chose qu'on ne connaît pas, a priori ça nous fait une grandeur qui est non nulle, et quand on a deux grandeurs qu'on ne connaît pas qu'on somme, a priori ça nous fera une grandeur qui est non nulle. Donc quelle est la seule façon d'avoir un 0? C'est quand on a un 0 et un autre 0. Donc là j'ai 0 plus 0, ça fait qu'à ce niveau-là, sur cette composante, je sais que j'aurai un 0. Et si vous regardez, toutes les autres composantes, soit je vais, je vous en fais juste une en la dessinant, je vais sommer une composante non nulle et une composante nulle, donc au final, je vais obtenir une composante non nulle, donc là typiquement P20. Petite remarque, là je me fiche de savoir que P20 ça vaut P21, c'est juste la forme du torseur qui m'intéresse. Soit, comme je le fais en vert, là, je vais sommer deux composantes qui sont non nulles, donc Q10 et Q21, et du coup, au final, j'aurai bien une composante, là encore, qui va être non nulle. Donc là, j'aurai du Q20. Je vais écrire en noir. Ce qui fait, donc, si vous faites ça pour chaque composante, vous allez avoir au final du R20, du U20 et du W20. Alors, d'un point de vue rédaction, on va dire que là, vous pourriez... Alors, c'est bien d'utiliser des couleurs, et là, pour la somme, en pratique, il n'y a que les zéros qui vont m'intéresser. Donc, vous pouvez le rédiger comme ça je comprends bien d'où vient votre 0. Et donc, on arrive sur cette forme de torseur. Ok. Et donc, ça, pour rappel, ça correspond au torseur de 2 cinématique de 2 par rapport à 0. Donc, partant de là. Alors, partant de là, hop, j'ai une petite flèche, je continue à rédiger là-haut.
quel est le torseur cinématique, enfin quelle est la liaison qui a pour torseur cinématique au point A un torseur cinématique qui autorise toutes les rotations autour de n'importe quel axe et qui autorise les rotations dans les directions x0 et z0, mais pas suivant y0. Si vous connaissez bien votre petit tableau, vous avez reconnu la sphère plan de normale à y0. Donc là, oui, on a une liaison équivalente entre 2 et 0, et c'est quoi? C'est simplement une sphère plan de liaison de normale à y0. Donc là, c'est pour ça notamment qu'il faut bien connaître son tableau des liaisons. Voilà. Petite remarque juste techno, pourquoi est-ce qu'on croise beaucoup de patins à roulettes dans la vraie vie, entre guillemets? On a vu précédemment que pour faire une liaison sphère-plan, en séquence 4, il fallait un contact ponctuel, donc typiquement une sphère sur un plan. Bon, entre-temps, vous avez fait un petit peu, notamment un cours de thermodynamique où vous êtes dedans, et vous avez dû donc voir le lien entre pression et force. Et le fait qu'on ait un contact ponctuel fait que si j'applique un effort sur ma sphère, elle va exercer une pression au niveau de mon contact ponctuel qui devrait être en théorie infinie. En pratique, le contact n'étant jamais parfait et jamais ponctuel, elle sera juste très importante. L'intérêt d'utiliser un patin à rotule, c'est simplement qu'au lieu d'avoir une pression ponctuelle, en fait notre pression elle va se répartir sur tout le patin. Donc globalement, on va un petit peu moins abîmer le sol. C'est pour ça, si vous regardez par exemple sur les camions de déménagement souvent, les grues de déménagement qu'on voit parfois au niveau des immeubles, ils ont des espèces de pieds qui se posent sur le sol pour des questions de stabilité, et souvent on a des patins à rotules au niveau de ces pieds. L'idée étant que ça fait quand même un petit poids le camion, et si on avait vraiment des ponctuels, on enfoncerait le goudron. Et ça serait quand même dommage si après chaque déménagement, ou après chaque utilisation d'un engin de BTP lambda, il fallait refaire entièrement le goudron. Voilà, donc c'est un des exemples qu'on peut croiser de temps en temps. Ok, donc là c'était pour la liaison équivalente quand on a des liaisons en série. Alors là c'était un cas assez facile, puisque assez naturellement on a pu exprimer au passage nos deux vecteurs au niveau du même, nos deux torseurs au niveau du même point. Si c'est pas le cas, il faut d'abord commencer par faire au moins un varignon. Ensuite, bon là je vous l'ai refait dans le poly. Ensuite, on va se prendre un exemple avec des liaisons en parallèle. Alors au passage, que ça soit liaison en série ou liaison en parallèle, une première étape que j'ai un petit peu sauté, que j'ai un petit peu sauté ici, mais qui est une bonne habitude à prendre, c'est d'essayer de sentir le résultat. C'est-à-dire de vous poser la question, ok, par exemple, je mets une main là sur... je mets une main sur ma pièce 2, je mets une main sur ma pièce 0. Quels sont les mouvements possibles entre 2 et 0? Et d'essayer de sentir le résultat. Si vous sentez le résultat, c'est quand même plus facile de le démontrer, en général. Alors, au début, vous n'êtes peut-être pas sûr à 100% de votre intuition, mais petit à petit, ça vous semblera de plus en plus naturel. Alors là, vous retrouvez notre super correcteur statique de phare, et notamment, entre la pièce qui est en bleu ici et la pièce qui est en grise là, on a deux liaisons, une ici et une là. Et de mémoire, on avait modélisé ça par deux sphériques. Donc on peut se poser la question, quelle est la liaison équivalente entre ces deux sphériques? Et donc ça va nous permettre de voir l'autre méthode quand on a des liaisons en parallèle. On va utiliser celui-là en exercice. Alors quand on a des liaisons en parallèle, quelle est la technique? Donc, je vous rappelle, là encore, le but du jeu, c'est de trouver simplement une liaison que je vais appeler L-EC entre S0 et S1. Alors, ce qui est sûr, c'est que entre S1 et S0, j'ai un mouvement, on va dire, qui est possible. Alors, soit un mouvement, soit pas de mouvement, mais pas de mouvement, c'est une liaison encastrement, donc pas de souci, ça existe aussi. Mais on va supposer que j'ai un mouvement entre S1 et S0, au final, avec mon mécanisme. Ok. Donc ça veut dire que ce mouvement, il doit être autorisé par la liaison L1. Mais il doit être aussi autorisé par la liaison L2. Et il doit être aussi autorisé par la liaison LI. En gros, si j'ai une de ces liaisons qui me bloque le mouvement, qui me bloque le degré de liberté, ce degré de liberté, je vais le perdre. Juste pour vous convaincre, imaginez que L1,
donc la liaison qui est là, ça soit une liaison encastrement. Bon, bah si L1 c'est un encastrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que S1, par rapport à S0, le mouvement de S1 par rapport à S0, ça va être un encastrement. Bon, bah quel que soit le degré de liberté autorisé par les autres liaisons, globalement, j'aurai bien une liaison encastrement. Donc ça veut dire qu'au final, le torseur cinématique qui va résulter de ces liaisons en parallèle, c'est celui qui va être compatible avec toutes les liaisons. Celui qui va autoriser, c'est les mouvements qui seront compatibles à l'ensemble des liaisons qui sont en parallèle. Alors comment on note ça? On va noter ça avec des égalités. Donc là, ça veut dire que notre torseur équivalent, il doit être égal au torseur torseur cinématique de chacune des liaisons. Quand je dis égal, ça veut dire égal en termes de mouvement possible. Et là, comme pour la somme, quand on va faire des égalités de torseurs cinématiques, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va falloir nécessairement les exprimer au même point. Alors du coup, on va se faire le petit exemple là sur nos deux liaisons sphériques. Alors, je vais juste poser un petit modèle. Donc, on va avoir un système qui va ressembler à ça. S0. Oh, 0 et 1, on va pas s'embêter. Oups, là, pardon. Là, on va avoir une sphérique en A. Et ici, on va avoir une sphérique en B. Cette liaison, je vais l'appeler L1. Hop là, pardon. Et cette liaison, je vais l'appeler L2. Je vais faire un petit schéma cinématique à côté pour fixer les idées. Et puis aussi pour poser du paramétrage. Donc ça, on va dire que c'est ma pièce 0. Ok. Et puis j'ai donc ma pièce 1. Voilà, donc j'ai bien deux sphériques. Ça, c'est ma pièce 1. Je vais avoir mon point A ici, mon point B là. On va définir un petit repère pour raisonner x0, y0, z0. Et du coup, on va supposer, en termes de paramétrage, que le vecteur AB, c'est égal à L porté par y0. Ok. Donc là, c'est bon, on a tout ce qu'il faut pour essayer de trouver donc le torseur cinématique, enfin la liaison équivalente. Donc le but du jeu, c'est d'essayer de se ramener simplement à une liaison que je vais appeler donc L-EC et de trouver quelle est cette liaison. Alors première étape, donc, c'est d'essayer de sentir les choses. Imaginez, essayez de faire bouger la pièce 1 dans votre tête et d'essayer de voir comment est-ce qu'elle peut bouger. Ok, je vous laisse 5 secondes. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont senti le truc. La pièce 1, elle va pouvoir tourner autour de l'axe AB. Donc là, on a tendance à penser que, a priori, notre pièce 1, elle devrait être en pivot d'axe AB, donc d'axe par exemple AY0, par rapport à la pièce 0. C'est ça qu'on va essayer de démontrer proprement avec nos torseurs cinématiques. Alors, donc, on sait que le torseur cinématique de 1 par rapport à 0, que je vais appeler équivalent, il doit être égal au torseur cinématique de 1 par rapport à 0, 1, ça c'est qui correspond à ma liaison L1, on va dire, et il doit être égal au torseur cinématique de 1 par rapport à 0, au niveau de ma liaison L2. Ok, ça c'est ce que je veux écrire. Alors, première petite remarque, là j'ai des sphériques. Donc les sphériques, je sais que je peux écrire leur torseur cinématique sous la forme classique, uniquement en leur centre. Donc là, je ne vais pas pouvoir écrire directement mon égalité de torseur parce que j'ai une sphérique en A et j'ai une sphérique en B. Donc il va falloir que je déplace au moins l'un des deux torseurs. Soit j'exprime tout en A, soit j'exprime tout en B. Donc là, c'est pareil, on peut choisir. Je vous propose, on va dire, d'exprimer tout en A. Mais on aurait pu faire l'inverse. Donc on va dire avec torseur cinématique de 1 par rapport à 0, donc qui correspond à L2. Donc celle-là, c'était la sphérique en B. Donc si j'exprime en B dans la base B0, ça allait me faire du P2, Q2, R2
0, 0, 0. Alors juste en termes de notation, hein, là vu que j'ai que des mouvements entre 1 et 0, je ne vais pas tout appeler 1, 0. Je vais les appeler 1 pour la liaison 1, 2 pour la liaison 2. Encore une fois, essayez juste d'avoir des notations claires si elles ne sont pas données dans le sujet. Et de les définir proprement, enfin là en lisant, hein, on voit que L2 c'est la sphérique en B. Mon torseur cinématique il s'appelle L2. Bon, c'est assez cohérent de mettre des 2 en indice. Ok, donc la question c'est que vaut ce torseur cinématique au point A? Alors déjà, en termes de résultante, ça ne va rien changer. Donc j'aurai du P2, Q2, R2. En termes de vecteur vitesse, on va y réfléchir 2 minutes. Donc là, je m'intéresse au point A dans la base B0. Alors, petite remarque, là, ce qui va nous intéresser, encore une fois, c'est pas vraiment... vous pouvez mener le calcul proprement, hein, ça ne sera pas faux, mais plus que le calcul, c'est savoir, en fait, chaque composante de vitesse, elle va dépendre de quelle composante du vecteur taux de rotation. Donc, si je fais mon varignon proprement, je vais avoir le fait que la vitesse en A, c'est égal à la vitesse en B, plus AB vectoriel, mon vecteur taux de rotation. Alors AB c'est porté par Y0. Donc vu que c'est porté par Y0, déjà je sais que ma composante, donc ma composante Q2, elle va apparaître nulle part, puisque Y0 vectoriel Y0, ça me fera le vecteur nul. Maintenant, après, j'ai une composante P2 qui est portée par X0. Donc du coup, je vais avoir un terme en Y0 vectoriel X0. Celui-là, il va se retrouver suivant Z0. Donc déjà, je sais que mon P2, il devrait apparaître a priori en bas, avec L. Et à la limite, avec un plus ou un moins, je veux dire, je m'en fiche un peu là, c'est pas la question. Vous pouvez encore une fois réfléchir proprement et faire votre calcul. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de savoir quelles sont les composantes qui vont apparaître dans mon vecteur vitesse. Quelles sont, je reformule, quelles sont les composantes du vecteur taux de rotation qui vont apparaître dans mon vecteur vitesse et où. Ensuite, donc, donc la composante, ça c'était pour le premier terme. Donc ensuite, je vais avoir une composante en Y0 vectorielle, la composante en Z, R2. Ça va arriver sur X. Hein. Y0 vectoriel Z0, ça arrive sur du X0. Donc je vais avoir du L, plus ou moins, encore une fois, je ne me suis pas trop posé la question, L, R2 sur X0. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que la composante Q2, qui est portée par Y0, vectoriel Y0, ça ne va rien me donner. Donc au final, au milieu, là, sur la composante de la vitesse au point A portée par Y0, elle va être nulle. Encore une fois, là, j'ai pas vraiment fait proprement ma méthode de Varignon, parce que là, c'est pas vraiment ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir la forme de ce torseur. Ok, donc maintenant, je vais réécrire mon égalité. Donc mon torseur cinématique, équivalent, donc de 1 par rapport à 0. Au point A, dans la base B0. Il va être égal au torseur cinématique de la liaison 1. Donc j'aurai du P1, Q1, R1. Et la liaison 1, donc c'est celle qui c'était la sphérique en A. Donc je vais avoir 0, 0, 0 en vecteur vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 0 en passant par cette sphérique. Toujours au point A dans la base B. Et donc ça c'est égal au torseur que j'ai trouvé, c'est-à-dire P2, Q2, R2, plus ou moins, donc je l'écris pour L, R2, 0, plus ou moins LP2. Encore une fois, c'est pas compliqué à calculer le signe, c'est juste pour insister sur le fait qu'en pratique, là, on s'en fiche un peu. Hop, je fais un peu de place. Donc ça, c'est aussi au point B dans la base B0. Donc là, pas de problème, j'ai écrit tous mes torseurs au même point dans la même base. Donc là, je vais pouvoir utiliser l'égalité. Alors, on va réutiliser à nouveau de la couleur. L'idée, comme tout à l'heure, c'est d'utiliser les zéros. Donc essayer de repérer là où on a des zéros. Alors, on va commencer par le plus facile. On a ce 0 qui est égal à ce 0 qui, du coup, va nous donner ici un 0. Celui-là, il est facile. Alors maintenant, les autres sont un peu plus rigolos. Alors, si, on va commencer par un autre tranquille. 0, ça va nous donner ce 0-là. Et dans le même genre, ce 0 va nous donner ce 0-là. Donc déjà, première remarque, là, on voit qu'au niveau du point A, on a un vecteur vitesse de 1 par rapport à 0 qui est nul.
Ok. Maintenant, pour le vecteur taux de rotation, c'est un petit peu plus marrant. Alors, le 0 qui est ici, il va nous permettre de dire autre chose. Il va nous permettre de dire que L, R2 doit être nul, puisque j'ai des égalités entre mes torseurs cinématiques. Bon, L, si vous regardez, hein, L est clairement pas nul. L, c'est la distance entre A et B. Donc si L est pas nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que R2 est nul. Et du coup, ici j'ai un 0. Donc celui-là, il est un peu plus technique à voir. Hein. Donc vous partez d'un 0 et vous regardez, vous dites que du coup, chaque composante associée, donc là le 0 correspondait à la projection suivant x0 de la vitesse en A. Du coup, il implique que ce qu'on a ici aussi est égal à 0. Donc, nécessairement, R2 est égal à 0. Et maintenant, on continue. Donc, le 0 que j'ai fait en orange, il ne me donne pas plus d'informations, mais par contre, le 0 qui est en bas, ici, il va me donner le même type d'informations. Alors, je vais changer de couleur pour qu'on différencie bien les traits. Alors, ce 0, il va me donner le fait que LP2 est égal à 0. Oui, mais L étant non nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que P2 est égal à 0. Et par conséquent, ici, je sais que j'ai 0. Donc maintenant, qu'est-ce qui me reste? Il me reste simplement que Q1 est égal à Q2. Ok, c'est super. Donc globalement, ici, je vais avoir du Q. Et donc, si je vous pose la question, quel est le torseur cinématique qui autorise au final qu'une rotation suivant y0 si j'exprime au point A et un vecteur vitesse qui est nul? Là, on reconnaît une pivot d'axe A, y0. Voilà, donc l'idée, c'est toujours un peu la même. Hein. C'est première étape, essayer de sentir le truc. Deuxième étape, écrire l'expression sous forme torsorielle de ce que vous voulez mettre en évidence. Quand c'est compliqué, vous le faites étape par étape. Vous faites toujours que du série et du parallèle. Vous ne commencez pas à essayer d'écrire des choses plus compliquées que ça, sinon ça va vite être tordu. Et après, donc, vous exprimez tous vos torseurs au même point, que ce soit en série ou en parallèle. Et si c'est en série, donc vous n'avez plus qu'à voir où est-ce qu'il y a une composante nulle dans chacun des torseurs, et ça vous donnera les endroits où il y a des zéros. Pour rappel, c'est ce qu'on a fait ici. On a repéré qu'en vitesse suivant y0, on avait une composante nulle, donc au final, il n'y avait que cette composante nulle qu'on a retrouvée dans la somme. Et quand on a des systèmes des liaisons en parallèle, c'est un petit peu plus tordu, puisqu'une fois qu'on a écrit tous nos torseurs au même endroit, quand on a un 0 à un 0 sur une composante, ça va induire que cette composante, elle doit être nulle dans l'ensemble des torseurs cinématiques. En particulier, donc, sur le torseur que j'ai écrit à gauche, qui correspond au torseur qu'on cherche, mais aussi sur les autres torseurs. Donc là, par exemple, si vous reprenez ce qu'on a tracé en bleu, je le fais au pointeur, ça veut dire que ce vecteur nul, cette composante nulle du vecteur vitesse dans le torseur particulier associé à la liaison 1 impose d'une part, naturellement, que dans ma liaison équivalente, ça va être nul, c'est à cause de cette égalité-là. Mais en plus, à cause de cette égalité ici, que la composante du vecteur vitesse, donc dans le mouvement de 1 par rapport à 0, mais en passant par la liaison L2, doit être aussi nulle. Ce qui implique en fait que nécessairement la composante R2 du taux de rotation doit être nulle. Et donc, ici qu'on a un 0. Alors comment est-ce qu'on le rédige? À peu près comme je l'ai fait là, c'est-à-dire avec des couleurs. De toute façon, vous avez des couleurs maintenant dans votre trousse. Et en essayant le plus clairement possible avec vos couleurs qu'on suive votre raisonnement. Vous avez même le droit de mettre des petites flèches si vous voulez, genre ce 0, hop, voilà, comme ça on suit bien votre raisonnement avec des petites flèches. Et à la fin, donc, il suffit de bien connaître ces torseurs cinématiques. Alors pour vous entraîner, je vous encourage à regarder le TD7. On corrigera ensemble en vidéo l'ascenseur de la terreur. On reste dans Disney après Space Mountain. Mais je vous encourage à regarder le TD7 et notamment cette première partie où c'est des exercices sans contexte, mais c'est juste pour mettre en place les démarches. J'en corrigerai certains. En tout cas, je vous donnerai de toute façon les résultats. Et si vous ne trouvez pas la même chose ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc vous pouvez noter, on a au début, c'est des liaisons en parallèle pour la première ligne.
Donc là, c'est des liaisons en parallèle. Là, on a des liaisons en série. Et là, on a du parallèle et du série, ça dépend. Voilà, donc vous avez 9 petits exercices pour vous exercer. Et le TD7, je pense pas le corriger à proprement parler, donc je vous invite à y jeter un coup d'œil. Mais déjà, si vous avez bien compris ces 9 cas et que vous avez bien compris aussi l'ascenseur de la terreur, etc., le début du TD6, je sais pas si je vais le corriger, je verrai après, ça sera déjà pas mal. Et là, donc, on va clore ici le cours de cinématique. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions si c'est pas clair et pas net, parce que c'est des notions importantes dont on aura un tout petit peu besoin en fin d'année, et surtout que vous réutiliserez l'an prochain. Et d'expérience, hein, vous avez tendance à pas mal oublier votre cours de cinématique, donc vraiment, prenez le temps de bien l'apprendre, de faire bien les exercices, et d'y repasser une petite couche au passage pendant les vacances d'été, pour pas perdre trop la main. Allez, sur ce, je vous laisse, et je vous dis à plus tard.